Mon propos ne va pas être sans écho avec les conversations sur l'histoire de Patrick Boucheron, en tout cas du premier jour. Il a évoqué les oppositions entre nous et eux, qui sont évidemment au cœur de ce banquet. Et je vais revenir sur des questions qui sont relativement proches. Alors, je suis sociologue, mais je vais citer au cours de cette présentation plus souvent des anthropologues et des historiens que des sociologues patentés. Je sens que ça va être un exercice physique pour moi. Je tiens mon texte, je m'accroche à mon texte. C'est terrible. Hein, en plus, pour tout vous dire, c'est une conférence que je viens de faire, donc je suis obligé de m'accrocher à mon texte. Hein. Je ne peux pas improviser pour une fois. Donc oui, je vous disais que j'allais citer beaucoup plus d'historiens et d'anthropologues que de sociologues patentés, mais je l'ai fait un peu exprès pour dire aussi, c'est une manière de dire que le nous que l'on peut utiliser, c'est un nous des chercheurs en sciences sociales, des sociologues, des historiens, des anthropologues. Les liens sont extrêmement proches entre les différents auteurs de ces différentes disciplines connexes, qui ont des histoires un peu différentes, mais qui ont finalement le même but, c'est de comprendre, d'essayer de comprendre le monde social, ses mécanismes, si on veut utiliser ce terme un peu grossier, et ses fonctionnements, c'est logique. Alors, comment ? La carafe. Oui, mais j'y arriverai pas non plus. Alors, vous savez, on va essayer de régler ça. Je vais tenir le texte. Voilà, non, je vais tenir mon texte et ça ira très bien comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, la question du nous, hein, de l'être ensemble ou du commun. Ça va ? Ah oui, oui, non, très bien. Très bien. Ah oui. On va y arriver. Cette question, donc, qui a été mise au centre de ce banquet d'été 2014, est une question tout aussi centrale dans les sciences sociales en général, dans la sociologie en particulier. Je vais commencer par dire que quelques auteurs ont prétendu que les grandes entités qu'on appelle macro-sociologiques, telles que les sociétés, les groupes, l'État, le marché, etc., tous ces gros mots de la science sociale, certains auteurs ont prétendu que ces entités macrosociologiques ne sont... Je pense qu'on va finir par m'enterrer, en fait. Un peu de sérieux, quand même. Alors, que ces gros mots de la sociologie et des sciences sociales sont des artefacts. Certains ont prétendu ça. C'est-à-dire des artefacts au sens où ils n'existeraient pas réellement. Le marché n'existerait pas, l'État n'existerait pas réellement, les groupes ne se voient pas, ne s'observent pas. Et ce sont des artefacts produits soit, dans certains cas, certains disent par les savants, c'est ceux qui étudient le monde social qui font apparaître ces réalités-là, soit par les acteurs ordinaires, comme on dit, pour distinguer les savants de ceux qui ne le sont pas ou moins. Voilà, en tout cas, c'est un terme souvent utilisé, par les acteurs ordinaires lorsqu'ils agrègent des données, lorsqu'ils synthétisent des données. Pensez à tous les hommes d'État, à tous les gens qui sont dans les administrations des entreprises comme des administrations publiques, et qui ont à rendre des rapports pour synthétiser des activités, etc., et qui feraient exister par ces constructions discursives, avec des tableaux, avec des schémas, etc., qui feraient exister ces artefacts, enfin ces réalités, qui donc ne seraient que des artefacts. Ça n'existerait pas. Alors, pour ces auteurs, seuls les individus et leurs interactions directes, de face à face, directement observables par le sociologue, existent vraiment. Bon, c'est le cas d'un sociologue, je le cite par honnêteté intellectuelle,
lequel je ne suis évidemment pas d'accord, un sociologue nord-américain qui s'appelle Randall Collins, qui est un élève de Erving Goffman, donc qui soutient cette idée-là. Ceci dit, Goffman n'était absolument pas d'accord avec cette position-là. Donc je suis plus goffmanien que Randall Collins, qui est quand même assez plaisant dans cette histoire. Alors, moi, je fais partie des sociologues qui pensent plutôt que non seulement ces entités collectives macrosociologiques que l'on ne peut pas effectivement observer à l'œil nu, jamais vous n'observez un groupe. Si, vous pouvez observer des micro-groupes, ça encore, ça va. Quand le groupe est composé, par exemple le groupe familial, ça peut s'observer. Un repas de famille, ça s'observe. Bon. Mais la plupart des groupes, dès que ça dépasse un certain nombre, vous ne les voyez pas. Les ouvriers, vous ne les voyez pas. Vous voyez des ouvriers les uns après les autres, dans des interactions diverses de la vie quotidienne, au travail, dans des loisirs, etc. Vous ne voyez pas le groupe ouvrier, vous ne voyez pas le groupe cadre, vous ne voyez pas la civilisation judéo-chrétienne, vous ne voyez pas ces choses-là, ça ne s'observe pas. Donc effectivement, elles ne se voient pas, mais je pense que ça peut se reconstruire par l'analyse statistique, par l'observation ethnographique répétée, par l'étude historique. Et que non seulement ces entités collectives, macrosociologiques, existent, mais elles préexistent aux individus qui composent les collectifs, et qu'elles sont même une condition d'existence des individus tels que nous les appréhendons en tant qu'individus parlant, sentant, pensant, jugeant, aimant, etc. Concrètement, pas de sujet parlant sans langue. Pas de conscience individuelle, de représentation ni de goût dit personnel, sans des codes culturels historiquement déterminés et partagés par des groupes ou des communautés. Chaque individu qui naît dans nos sociétés n'a ainsi pas inventé le système monétaire. Si les enfants qui sont là... non, il n'y a pas d'enfants aujourd'hui. Quand ils sont nés, voilà, ils n'ont pas... S'il y a des enfants... Ils n'ont pas inventé le système monétaire. C'est peut-être pas la première chose qu'ils feraient, d'ailleurs, s'ils avaient l'idée d'inventer quelque chose. Mais voilà, ils naissent dans une société où s'impose quelque chose qui est extérieur à eux. Ils n'ont pas inventé l'institution judiciaire, ils n'ont pas inventé le système scolaire, le code de la route, etc., etc. Toutes ces choses qui, comme disait Durkheim, le père français de la sociologie, on va dire, qui s'imposent donc de l'extérieur à eux. Les individus naissent dans une société et toutes ces choses s'imposent extérieurement à eux. Ils n'ont pas davantage inventé, donc, comme je disais, la langue qu'ils vont apprendre à parler et dans laquelle ils vont penser, se représenter, imaginer, communiquer, etc., avec des différences selon la langue que l'on va parler. Alors j'envisagerai ici la question du nous, de l'être ensemble ou du commun sous l'angle de la référence. Que sont ces références qui soudent, cimentent ou constituent les groupes? À quoi se réfère-t-on en tant que membre d'un groupe ou d'une communauté? Comment se fixent de telles références? Voilà donc quelques questions que je vais soulever au cours de cette conférence. Alors pour le sociologue, la question de la référence se pose immédiatement en termes relationnels. Qui dit référence dit relation ou lien entre ce qui fait référence et ceux qui s'y réfèrent. Quelle que soit la nature de la référence, religieuse, morale, politique, culturelle, scientifique, technologique, économique, juridique, etc. Donc il y a cette relation ou ce lien entre ce qui fait référence, entité supranaturelle, dans certains cas, objet culturel, dans d'autres cas, institution, individu réel ou imaginaire, passé ou présent, donc d'une part, et relation avec ceux qui s'y réfèrent, qui sont des individus, des petits groupes, des grands groupes, des sociétés entières, des civilisations entières. L'étymologie du mot « référer », renvoyant bien à cette opération de mise en rapport, on retrouve cette idée centrale dans des expressions aussi différentes que faire référence à, se référer à ou en référer à. Toutefois, la relation explicite entre ce qui fait référence et ceux qui s'y réfèrent cache les relations tout aussi réelles, mais non dites, entre tous ceux qui se rattachent aux mêmes choses
et qui partagent de ce fait les mêmes points de référence. La référence commune est donc ce qui contribue à fabriquer la communauté culturelle en offrant aux individus le sol commun sur lequel ils vont pouvoir se rencontrer, la langue ou la monnaie commune avec lesquelles ils vont pouvoir échanger. Dans l'histoire des sciences sociales, c'est sans doute ceux qui ont travaillé sur les sociétés dites traditionnelles, longtemps dites primitives, pour dire les choses telles qu'elles étaient écrites à une époque, sans écriture, comme on dit, pré-industrielle, et ainsi de suite. Donc, dans l'histoire des sciences sociales, c'est de ce côté-là que l'on a, ceux qui ont travaillé sur les mythes de ces sociétés-là, c'est de ce côté-là qu'on a souligné le rôle des références communes dans la production sociale d'une cohésion des groupes. Comme l'écrivaient les sociologues Peter Berger et Thomas Luckmann, la mythologie représente la forme la plus archaïque de la maintenance de l'univers, de même qu'elle représente certainement en général la forme la plus archaïque de légitimation. Et le fondement de cette légitimation du groupe, par ces mythes, repose sur l'invocation rituelle de héros, d'ancêtres et, bien sûr, de dieux, qui sont censés avoir instauré les us et coutumes que les hommes et les femmes du présent se contentent de répéter ou de poursuivre. La référence à un passé fondateur non daté et inaccessible, référence à des êtres exceptionnels ou supranaturels, est au cœur du fonctionnement de ces sociétés qui sont plus possédées par leurs mythes qu'elles ne les possèdent vraiment, pour reprendre une formule utilisée par Pierre Bourdieu dans le sens pratique. La fidélité têtue à un passé conçu comme un modèle intemporel plutôt que comme une étape du devenir ne trahit nulle carence morale ou intellectuelle, explique Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Elle exprime un parti pris systématique et attesté par une justification au moyen d'un argument unique. Les ancêtres nous l'ont appris. Si obéissance il y a dans de telles sociétés, elle s'instaure entre des êtres inatteignables, ancêtres, héros, esprits, divinités, situés dans un passé mythique, et les membres vivants de la communauté. Comme l'écrit l'anthropologue Jean-William Lapierre, les hommes qui vivent dans ces sociétés obéissent à ce que commandent les ancêtres, les esprits ou les dieux, au lieu d'obéir comme nous à l'un de leurs semblables actuellement vivants. Sinon, ils sont punis par les puissances surnaturelles. Jean-William Lapierre met entre parenthèses « Emos a bien montré que la sanction était efficace », ou bien par l'ensemble du groupe. Alors, pour être tranquille avec cette citation, je dirais que c'est plus par l'ensemble du groupe que la sanction se fait, les entités supranaturelles n'étant pas très actives en soi en tant que telles, elles ne passent que par la croyance que les membres du groupe peuvent avoir, et donc les sanctions passent toujours, dans tous les cas, par les membres du groupe. Maintien à travers les rites et les mythes effectués par les chefs des clans, les chamans, les poètes oraux, d'un ordre qui n'est pas contemporain de celui des hommes et qui a été fondé par des ancêtres, des dieux ou des héros culturels auxquels on se réfère rituellement, ce qui fonde la société n'est pas conçu comme une auto-fondation à la portée des hommes. L'origine préhumaine de la société est extérieure aux pratiques contemporaines. Comme l'écrit l'anthropologue Pierre Clastre, qui a beaucoup travaillé ces questions-là, chaque cérémonie est l'occasion renouvelée de rappeler que si la société est bonne, vivable, c'est grâce au respect des normes jadis léguées par les ancêtres. On comprend dès lors que la référence aux ancêtres soit impliquée logiquement dans les rites initiatiques. Le discours mythique, la parole des ancêtres, et eux seuls garantissent la pérennité de la société et sa répétition éternelle. Propriétaire de valeurs essentielles du groupe. C'est comme ça qu'il définit le chef, Pierre Clastre. Propriétaire de valeurs essentielles du groupe, le chef a souvent pour fonction de rappeler à tous ce qu'ils savent déjà. Clastre passe son temps à dire que tout le monde sait ce que le chef va dire et que le chef ne sert pas à grand-chose dans ces sociétés-là. Donc on peut l'appeler chef, mais c'est un chef un peu bizarre. D'ailleurs, tout le monde fait semblant de l'écouter, traîne un peu des pieds. Enfin, c'est très intéressant de lire Clastre là-dessus. Il fait un peu dégonfler toutes les présentations les plus...
comment dire, les plus idéalisés de ces sociétés mythiques où le mythe jouerait un rôle fondamental. Bon, le chef dit des choses assez banales et les gens l'écoutent à peine. C'est un peu ce que décrit Pierre Clastres. Son discours, je cite Pierre Clastres, consiste pour l'essentiel en une célébration maintes fois répétée des normes de vie traditionnelles. Nos aïeux se trouvèrent bien de vivre comme ils vivaient. Suivons leur exemple et de cette manière nous mènerons ensemble une existence paisible. Voilà, à peu près tous les soirs, on entend à peu près le même discours. Un peu comme on entendrait un grand-père qui répéterait, tu sais, voilà, ceci, cela, et puis les petits-enfants, ils passent à côté, ils disent, oh, il est gentil, grand-père, mais bon, pas non plus une situation où on écoute ça avec une grande intensité. Voilà à peu près, donc, dit Clastres, à quoi se réduit un discours de chef. C'est ce qu'affirmait déjà un autre anthropologue qui s'appelle Arthur Maurice Hocquart. Le chef agit, dit-il, exactement comme jadis l'ancêtre ou le dieu. On récite une légende rattachée au rituel où ses actes et ceux de ses compagnons sont relatés. Leurs descendants accomplissent les mêmes actes qu'eux. Le chef rappelle notamment que les conditions de la cohésion et de l'harmonie dépendent du respect par chacun de ce que les ancêtres ont instauré. Pierre Clastres le rappelle à propos de peuples amérindiens. Voilà ce qu'il dit. Nombreuses sont les tribus où le chef doit tous les jours, soit à l'aube, soit au crépuscule, gratifier d'un discours édifiant les gens de son groupe. Les chefs Pilaga, Cherente, Tupinamba exhortent chaque jour leur peuple à vivre selon la tradition, car la thématique de leur discours est étroitement reliée à leur fonction de faiseurs de paix. Le thème habituel de ces harangues est la paix, l'harmonie et l'honnêteté, vertus recommandées à tous les gens de la tribu. Alors, si la référence commune fait la communauté de tous ceux qui s'y réfèrent, si donc elle relie les hommes, elle contribue aussi à créer des distances et à maintenir disjointes les diverses communautés aux références hétérogènes. Là aussi, c'est difficile de ne pas penser relationnellement. L'histoire des sociétés humaines est ainsi l'histoire des tensions entre communautés aux références différentes, et l'histoire des luttes de pouvoir entre communautés pour imposer aux autres leurs références propres. Regarder et apprécier ou évaluer la diversité culturelle du monde à partir de ce qui fait référence dans son propre groupe, c'est adopter un point de vue ethnocentrique sur le monde. L'absolutisation ou la sublimation au sens de porter au sublime des traits de sa propre culture conduisent classiquement à découper tous les beaux costumes, humanité, vérité, bonheur, vie digne d'être vécue, pour utiliser l'expression de Wittgenstein. Donc tous ces beaux costumes, on les découpe à sa taille et on juge de la petitesse ou de la grandeur de tout le reste du genre humain à partir de ces costumes sur mesure. Bon, si vous faites 1m75 et que vous mesurez, vous faites du sur-mesure, tous les gens de 2,10 m qui vont porter vos vêtements vont être totalement ridicules, de même que les gens qui feraient 1m50, et vous allez dire, ils sont bizarres. Quand ils portent mes vêtements, ils sont bizarres. Voilà, ça, c'est l'ethnocentrisme. Si cette image peut vous rester à l'esprit, c'est pas mal, parce que ça permet de penser à plein de situations où ça n'a rien à voir avec des costumes, évidemment, mais où les gens, en fait, parlent des autres à partir de leur propre catégorie et ne voient que défauts, manques, bizarreries, etc. chez les autres. Donc les propos sur l'existence accomplie ou sur l'essence humaine en sa forme la plus achevée sont toujours des manières de boucler sur soi les limites de l'existence considérées comme étant dignes d'être vécues et de mettre à distance ceux qui sont les plus éloignés de la définition de soi. L'ethnocentrisme des groupes humains, écrivait André Leroi-Gourhan, les amène à assimiler leur ethnie à une sorte de moi idéal réunissant les qualités du bien et du beau. Et quoi de plus fort, finalement, symboliquement, que de nommer hommes ou les complets, comme le rappelait Lévi-Strauss, les seuls membres de son groupe. Nous sommes les hommes. Nous sommes les complets. Les autres ne sont pas complets. Les autres ne sont pas vraiment humains. Ils sont sous-humains, infra-humains, à côté de l'humanité. On ne sait pas, mais en tout cas, le groupe peut s'appeler lui-même « Nous sommes les hommes ».
Qu'il soit tribu, village, nation, classe, fraction de classe, le groupe peut décider de contenir l'humanité ou l'excellence humaine dans les limites de son territoire, en renvoyant le hors-limite à du non-humain ou à du moins qu'humain. Par intégration pacifique, ou plus sûrement dans l'histoire, par conquête militaire, les communautés dominées sont forcées d'adopter les références du dominant. Mais le dominant se voit aussi souvent obligé, pour ménager les susceptibilités et obtenir l'assentiment de ceux qu'il a annexés, d'accorder à leurs références une place dans le système commun de références culturelles. L'organisation des références cultuelles et culturelles communes suit toujours la logique de la structure des rapports de force entre les différentes communautés. Chaque nouvelle conquête de territoire est l'occasion d'une réorganisation du panthéon des dieux. Le dieu de ceux qui dominent domine les dieux des vaincus, comme le montrent les listes remaniées des dieux mésopotamiens lorsque les cités-États s'intègrent à l'intérieur d'un territoire plus vaste, ou la réorganisation du panthéon romain qui est ouvert aux divinités des pays conquis. En Égypte comme en Mésopotamie, on trouve par exemple des listes hiérarchiques qui classent du plus haut au plus bas l'ensemble des divinités. En Égypte, le traité d'Aménopée, environ 900 avant notre ère, présente une liste qui commence, nous dit Louis Maspero, par le haut avec les dieux, les demi-dieux et le roi. Il continue avec l'humanité en commençant par les rangs les plus élevés et en descendant jusqu'au plus humble des métiers d'homme libre, celui de berger. Voilà. Alors, ces listes hiérarchiques des dieux sont reprises à l'occasion de chaque évolution politique. Lors de chaque conquête qui voit la soumission d'une cité-État par rapport à une autre, les dieux locaux de la cité conquise sont placés en position de subordination par rapport au dieu principal ou aux dieux principaux de la cité conquérante. L'assyriologue Jean Bottero écrit ceci. « À mesure que les villages se sont trouvés réunis en unité politique supérieure, autour des villes, le personnel divin a dû subir un brassement analogue à celui des autorités politiques. Le dieu principal de la ville prenant en quelque sorte la tête du pouvoir surnaturel et regroupant autour de lui, sur le patron de la cour et de la maison du roi, les autres dieux de moindre envergure, ainsi assimilés à de hauts fonctionnaires subalternes. Et le même procès a été suivi lors du rassemblement des villes en royaume à l'avantage de la capitale et de son souverain. » Encore Bottero, sur le modèle du roi, à la tête de l'appareil d'État, entouré en son palais de sa famille proche et lointaine et de ses coadjuteurs, ses adjoints, et fonctionnaires, on avait donc imaginé dans le temple un souverain superposé avec sa famille et sa cour, faite de personnalités regroupées et hiérarchisées, sans doute à partir des divinités propres aux anciens villages et terroirs, avant leur unification sous la mainmise de la capitale, de laquelle le dieu majeur était évidemment devenu le roi surnaturel. Cette concentration du pouvoir, qui s'accompagne d'une concentration des mythes et des rites, implique un perpétuel travail de réécriture de la part du personnel religieux. Les références se réécrivent au gré des restructurations du pouvoir. Cela conduit presque à un monothéisme. Ainsi, à la fin du IIIe millénaire en Mésopotamie, le dieu Enlil est-il considéré comme le souverain des dieux et des hommes. Puis, sous Hammurabi, il en va de même de Marduk. Des poèmes louent leur intelligence, leur puissance, leur autorité, leur transcendance. En Mésopotamie, on trouve ce qu'on a appelé, tout à fait anachroniquement, enfin le terme est utilisé dans la plupart des textes, des codes juridiques. Ce ne sont pas véritablement des codes. La plupart des assyriologues sont d'accord là-dessus pour dire qu'on appelle ça code, mais ce n'est pas vraiment des codes. Pas aussi systématiques que ce que nous avons appelé des codes au XIXe siècle notamment. Donc des fragments du code d'Ur-Nammu qui fonde la troisième dynastie d'Ur vers 2080 avant Jésus-Christ, des fragments de la législation de la ville d'Esnuna vers 1950-1900 avant Jésus-Christ, des fragments du code de Lipit-Itztar, roi d'Issine vers 1875, et surtout le très commenté code Hammurabi 1792-1750 avant Jésus-Christ. Tous ces rois législateurs invoquent le patronage des dieux. Ainsi, par exemple, la stèle d'Hammurabi montre le dieu Marduk dictant la loi au roi qui déclare dans le prologue de son code être
je cite, préposé par les dieux à la gloire militaire et politique de son pays, et voué par les mêmes dieux au gouvernement et à la prospérité de son peuple. En haut de la stèle, on peut voir le dieu Marduk remettre au roi les insignes du pouvoir royal. Hammurabi est à la tête d'une sorte d'empire qui s'est substitué aux différentes cités-États rivales. Les princes locaux ont dû céder la place à des gouverneurs nommés par le roi, qui imposent le dieu Marduk, évinçant du même coup les dieux des anciennes cités, rétrogradés dans la liste hiérarchisée des divinités. Le changement de référence divine, et en l'occurrence le déplacement des dieux dans la hiérarchie, suit donc toujours de près les transformations dans les rapports de domination entre peuples ou cités-États. Pour paraphraser le sociologue allemand Max Weber, on peut dire que les groupes ou les communautés ont ainsi souvent lutté au cours de l'histoire pour le monopole de la référence légitime ou pour l'imposition légitime de la référence légitime. D'intégration en intégration, de conquête en conquête, on suit dans l'histoire des sociétés la montée progressive d'un polythéisme des références divines hiérarchisées, puis d'un monothéisme qui suppose une référence unique, commune, un dieu, un texte sacré. Selon le degré de concentration du pouvoir, l'organisation peut prendre la forme d'une fédération de sociétés qui conservent une autonomie relative et leur dieu, tout en se rattachant à un pouvoir central, ou bien la forme d'une seule société au sein de laquelle chaque groupe occupe une position dans la hiérarchie et ne se réfère qu'à un seul et unique dieu. Et bien sûr, ces deux grands cas de figure s'opposent aux sociétés où le pouvoir est si peu concentré, si limité par la communauté qu'on ne peut plus parler de gouvernement ou d'État. Nous pouvons donc distinguer deux types de rois, nous dit Arthur Maurice Hoccart, ceux dont la divinité englobe celle de chacun de leurs vassaux et ceux qui s'identifient à un dieu unique et indivisible, dont les vassaux ne peuvent constituer une pluralité de dieux distincts, car ils ne sont eux-mêmes que de pâles reflets du dieu représenté par leur souverain. Ces rois monothéistes sont associés au culte éthique, car monothéisme, centralisation et rigorisme moral vont certainement de pair. Le sacré, donc, nous parle du pouvoir. Et le pouvoir parle le langage du sacré. C'est ce que suggérait encore Max Weber, qui analysait d'une façon tout à fait matérialiste, quand on pense au vieux débat entre Weberiens et marxistes, peut-être que le plus matérialiste dans l'analyse des religions, c'est Weber. J'espère de ne pas redéclencher de vieilles querelles, mais bon. L'impulsion monothéiste universaliste du pharaon d'Égypte Aménophis IV, 1372-1354 environ, est expliquée par Weber comme le besoin pratique pour le monarque, placé à la tête d'un État unitaire et bureaucratique, de briser la prépondérance des prêtres en éliminant la multiplicité des dieux sacerdotaux et de restaurer l'ancien pouvoir des pharaons divinisés en élevant le roi à la dignité de prêtre suprême du soleil. Sous Hammurabi en Mésopotamie, vers 1750, le dieu de la ville de Babylone, Marduk, devient une sorte de dieu d'empire, de même qu'Hammurabi règne sur un royaume important et que la ville de Babylone devient la capitale de ce royaume. Les fictions théologiques successives sont donc des transpositions de réalités politiques tout à fait prosaïques. Elles sont des formes de connaissance, d'une certaine façon. On pourrait dire que Durkheim avait raison, la religion est une forme de connaissance, qui parle du monde sur un mode tel, cependant, qu'elle ne semble pas vraiment en parler. Considérées de cette manière, elles sont un moyen pour l'historien, l'anthropologue ou le sociologue de saisir l'effort que font les sociétés, les individus de ces sociétés, pour penser leur organisation globale et, plus précisément, leur mode d'organisation du pouvoir. Hoccart avait très bien perçu la nature et l'enjeu politique des différents types de représentations religieuses. Parlant des sociétés qui ont un roi, il affirme « Tout ce qu'on demande au roi, c'est d'exercer dans la société les mêmes fonctions que Dieu dans l'univers. » Tout cela peut paraître quelque peu métaphysique, mais on verra par la suite que ce n'est pas de métaphysique qu'il s'agit, mais de politique très concrète. Le conflit monothéisme-polythéisme perd tout son sens si l'on n'y voit qu'une querelle de philosophes. Je suis désolé pour les philosophes présents dans la salle, je ne fais que citer Hoccart. Qu'importe, rajoute-t-il, qu'il y ait un seul Dieu ou plusieurs, c'est qu'en éliminant les divinités secondaires, on élimine du même coup les souverains secondaires.
Monothéisme est synonyme de monarchie, polythéisme de polyarchie. Ce constat d'une correspondance du monde céleste et du monde du pouvoir terrestre est répété par les chercheurs spécialistes de périodes et d'ères civilisationnelles variées et qui communiquent assez rarement entre eux. Chacun peut d'ailleurs donner l'impression que les phénomènes qu'il étudie sont propres à la société ou à l'époque qu'il étudie, alors qu'il ne fait que décrire et analyser les variantes de phénomènes très étendus. Par exemple, l'analyse que mène l'historien médiéviste Aaron Gurevitch des catégories de la culture médiévale ne fait que retrouver ce que les travaux des anthropologues, des assyriologues, des égyptologues ou de ceux qui travaillaient sur le monde indo-européen mettent en évidence sur leur propre terrain d'étude. Je cite Gurevitch, « En passant du paganisme au christianisme, la structure de l'espace médiéval subit une transformation radicale. Il s'opère une hiérarchisation de l'espace cosmique, social et idéologique. Il y a isomorphisme entre la hiérarchie des créatures divines, des sphères angéliques, et le système féodal terrestre. Et si le vocabulaire des rapports seigneuriaux et vassaliques est pénétré de terminologie religieuse, en revanche, le vocabulaire des traités théologiques est bien souvent encombré, entre guillemets, de termes emprunts aux usages féodaux et monarchiques. Tous les rapports sont organisés verticalement. Tous les êtres se situent à un niveau ou à un autre d'une échelle de perfection, suivant la distance qui les sépare de la divinité. Il ajoute encore la hiérarchie angélique des séraphins, des chérubins et des trônes, des dominations, des vertus et des puissances, des principautés, des archanges et des anges, était le prototype de la hiérarchie terrestre du clergé, des seigneurs et des vassaux séculiers. À ce monde social des cieux et de la terre correspondait aussi l'organisation générale de l'univers. C'est bien évidemment les rapports de pouvoir humains qui sont à l'origine des fictions théologiques, mais lorsque les transpositions célestes des rapports de pouvoir sont portées par des institutions sacerdotales, on assiste nécessairement à des jeux d'influence réciproques. Mais je vais en venir, et là, je vais justifier mon statut un peu de sociologue, parce que je vous parle de questions d'assyriologue, d'égyptologue et de sociétés traditionnelles étudiées par des anthropologues. On va arriver à des questions peut-être un peu plus contemporaines. L'usage fréquent de la métaphore religieuse dans les domaines culturels de nos jours me permet d'opérer une transition vers des objets plus contemporains et limités à des sphères d'activité plus restreintes. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'on peut parler aujourd'hui de Bible pour évoquer un ouvrage de référence qui fait l'unanimité ou la quasi-unanimité dans l'ensemble d'une communauté scientifique ou culturelle. La Bible est le texte que peuvent s'approprier différemment des individus ou des sous-groupes différents, mais qui les réunit tous. La Bible, c'est aussi l'idée de départ d'une série télévisée. Ça s'appelle comme ça, dont les multiples scénarios seront écrits par différents auteurs. La Bible désigne les références centrales, incontournables à partir desquelles les histoires les plus diverses vont pouvoir être déclinées à l'infini. Il y a une Bible de Plus belle la vie. Et oui. Vous pouvez vous la procurer, sans doute. Ça doit être publié. La Bible fixe les éléments fondateurs nécessaires à la rédaction de chaque épisode. Et il est en effet fréquent que d'autres auteurs que l'auteur de la Bible écrivent pour la série. Ce sont des fabrications industrielles, évidemment. Dans ce cas, ils doivent être en mesure de respecter les règles, la trame de fond, le rythme et le ton qui font la spécificité de la série. Dans tous les domaines d'activité, qu'ils soient politiques, économiques, culturels ou scientifiques, s'observent des luttes plus limitées, plus circonscrites, pour l'imposition des références légitimes. Qu'est-ce qui, à une époque donnée et dans un domaine d'activité donné, fait référence ? Difficile pour le restaurateur comme pour le gastronome de la seconde moitié du XXe siècle de faire abstraction des guides gastronomiques, et notamment de ceux qui font référence, guide Michelin, Goemio. Impossible pour les auteurs français du XVIe siècle de faire fi des auteurs de l'Antiquité grecque ou romaine, ou pour tous ceux de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle qui ont quelques prétentions littéraires, de ne pas s'inscrire dans la série souvent citée à quelques nuances près des auteurs ayant contribué à transformer la littérature mondiale, Flaubert, Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Beckett, Woolf, Claude Simon
etc. Et évidemment, comme il y a beaucoup d'auteurs dans la salle, ils doivent être très mécontents parce que j'ai oublié des gens fondamentaux là-dedans. Bon. Chaque domaine relativement autonome d'activité, à chaque époque, connaît ses objets, ses œuvres, ses personnages, ses institutions ou ses événements de référence, plus ou moins incontestables. Je ne sais pas si ça va se calmer, mais là, nous vivons un moment historique. Le premier bateau qui s'envole comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Sauvant. Alors, j'en étais où, moi ? Alors voilà, parfois s'observent des situations de monopole. Lorsqu'une religion et des textes sacrés, par exemple, s'imposent à l'ensemble d'un peuple, ou lorsqu'une société se dote des mêmes codes juridiques qui vont s'appliquer indistinctement sur tous les territoires concernés, ou des situations de quasi-monopole, lorsqu'une domination technologique conduit de fait à un usage mondial massif d'un moteur de recherche sur Internet dans le cas de Google. Et comme Christian Torel est peut-être dans la salle, je ne vais pas évoquer Amazon pour ne pas déclencher son courroux. Mais bon, vous voyez le type de situation de quasi-monopole qu'on peut avoir à l'esprit. Plus souvent, dans des sociétés différenciées et à régime dit démocratique, d'un point de vue politique, on assiste à des situations où se jouent des luttes entre une multitude de camps rivaux prétendant définir ou représenter la référence dans tel ou tel domaine, artistique, scientifique, politique, etc. L'existence de magazines culturels de référence, Télérama. Je vous rappelle que cet événement est un événement Télérama. Ah oui. Bon, ben c'est un peu comme le dieu Marduk et Hammurabi. Hein. Dominique Bondieu a dû recevoir de Télérama la légitimité pour développer son banquet. C'est l'inverse. Ah oui, mais alors c'est pas un événement Télérama, c'est Télérama est un magazine banquet d'été en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Les cahiers du cinéma, du côté du cinéma, la quinzaine littéraire qui reste une référence pour beaucoup, etc. Bon, on pourrait prendre de nombreux exemples. Les guides gastronomiques que je citais tout à l'heure. Tous ces magazines, ou ces livres, ces guides, n'empêchent pas la coexistence d'une multitude de magazines concurrents, des plus commerciaux aux plus purs, ou d'une grande diversité de guides gastronomiques qui, des plus sélectifs aux plus populaires, orientent le public à la recherche, les uns de biens culturels, les autres de restaurants. Je fais exprès de mélanger les deux, parce que c'est les mêmes processus, et que c'est très bien de parler de culture et de restaurant en même temps. Et la liste des écrivains prestigieux évoqués, de Flaubert au nouveau roman, peut tout aussi bien être snobée par des critiques ou des romanciers aux références plus classiques ou moins avant-gardistes, ou qui s'inscrivent tout simplement dans des lignées d'auteurs spécifiques à un genre, par exemple le roman noir, avec les anglophones Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Horace McCoy, Jim Thompson, Chester Himes, David Goodis, Mickey Spillane, James Ellroy, ou les francophones, Georges Simenon, Léo Mallet, Frédéric Dard, Jean-Patrick Manchette, Jean-Bernard Puy et Didier Deninx, qui est invité cette année. Dans chaque cas, pour chaque domaine ou sous-domaine d'activité, à telle ou telle période de son histoire, on observe autant des luttes pour l'imposition des références légitimes que des phénomènes de mise en commun ou de communion. Ce sont en effet les objets, les institutions ou les outils de référence qui font que des individus se retrouvent tous, au moins pendant un temps déterminé, sur un socle commun ou reliés par une base de données commune. Étant donné que ce qui fait référence commune relie les individus les uns aux autres, manipuler, modifier marginalement ou révolutionner de fond en comble ces références communes, c'est participer à la transformation, plus ou moins radicale, des opérations symboliques de regroupement et du même coup des groupes qui en sont le produit. Pour dire les choses plus simplement, en touchant aux références, on transforme les groupes. À ceux qui se poseraient la question de savoir qui décide des références, la sociologie, un peu déceptive, ne peut que répondre que l'installation plus ou moins durable de références comme leur modification progressive ou leur remplacement plus brutal par des références nouvelles, ne se décide pas au sens où elle serait le produit de la volonté
de quelques individus donnant le là et faisant la pluie et le beau temps en matière de vie religieuse, politique, scientifique, littéraire ou artistique. Ce qui fait référence à un moment déterminé est toujours le résultat complexe d'une multitude de coups de force, plus ou moins contradictoires ou harmonieux, pour l'imposition de références concurrentes. Les références, même les plus unanimement reconnues, sont toujours le produit de luttes et de rapports de force passés. Les différents domaines d'activité se distinguent cependant par le fait qu'ils se protègent plus ou moins efficacement contre le changement, en s'appuyant à des degrés variables sur des procédures de fixation et de codification des références en question. Pensez à la scolarisation d'un certain nombre de grands auteurs qui ont contribué à fixer un corpus littéraire national. Zola, Stendhal, Flaubert, etc. Tout ça est enseigné et dans des programmes. Mais pensez, vu que je donne cet exemple, à l'entrée de la littérature jeunesse, à l'entrée d'auteurs qui ne seraient jamais rentrés à l'école il y a 40 ou 50 ans. Bon, quand on fait lire du Fred Vargas au collège, on fait quelque chose qui aurait été jugé totalement inepte 30 ou 40 ans avant. Donc ça veut dire que ça se transforme, ça bouge. Hein, et vous savez qu'il y a eu des débats autour de ces entrées dans le corpus scolairement légitime. Les procédés pour imposer des références sont variables historiquement. Et lorsqu'ils ne sont pas purement et simplement le produit d'une conquête militaire, parce que dans l'histoire, encore une fois, c'est souvent par la conquête militaire qu'on a transformé tout ça, ils dépendent bien souvent des processus de légitimation et des principes de légitimité les plus communément admis dans les communautés ou les sphères d'activité en question. Ainsi, dans des sociétés politiquement démocratiques, c'est-à-dire où les acteurs de la vie politique, concrètement, sont le plus souvent élus à la majorité, hein, tout simplement, et dans des sociétés qui, par ailleurs, sont des sociétés organisées autour du marché, où la réussite d'une entreprise, quelle qu'elle soit, repose sur le niveau de vente atteint par ses produits, c'est dans ces sociétés que l'établissement de référence par le nombre ou la quantité se déploie le plus largement. Hit parade ou top 50 des chansons les plus vendues ou les plus téléchargées, liste des meilleures parts d'audimat obtenues par une chaîne télévisée, liste des meilleures ventes de livres ou de CD sur des sites internet de commande, par correspondance, jusqu'au hit parade des intellectuels publiés par le Nouvel Observateur. Bon. Tous ces moyens de légitimation qui font qu'à un moment donné, un bon produit, une belle œuvre, c'est une œuvre qui se vend bien, qui a été lue par beaucoup de gens, ou téléchargée. Bon, les commerçants s'en fichent de savoir si ça a été lu, d'ailleurs. Hein. L'important, c'est que ce soit téléchargé ou acheté. Tous ces procédés se substituent souvent au jugement par les pairs, comme on dit, qui forment en quelque sorte des sociétés plus aristocratiques, fondées sur le savoir, la compétence, la maîtrise des connaissances ou des codes spécifiques. Si tout n'est pas tranché par le vote auprès du plus grand nombre ou par les ventes, c'est parce que toutes démocratiques et marchandes qu'elles soient, nos sociétés reposent aussi sur des univers réglés par d'autres principes que le seul succès commercial ou le seul suffrage universel. Titres scolaires ou sportifs, médailles Fields, prix Nobel, César ou Oscar sont attribués par des sociétés restreintes dont la sélection des membres est fondée sur la compétence et la reconnaissance spécifique de leur milieu professionnel. Selon que l'on adopte tel ou tel principe de légitimité, on pensera le jugement par le plus grand nombre et par le marché vulgaire ou démocratique. Et inversement, on estimera le jugement par les pairs pertinent ou snob et élitiste. Dans le cas du jugement par des communautés restreintes, les individus mal classés ont toujours aussi la possibilité de mettre en doute la compétence des juges et de réclamer l'expertise des experts dans la logique de l'interrogation « qui sera juge de la légitimité des juges ?» formulée par Bourdieu. Il existe donc dans nos sociétés deux grandes façons de dominer culturellement. Dominer par le nombre et la popularité, chansons, séries télévisées, émissions de divertissement radiophonique ou télévisées, littérature grand public, etc. Et dominé par la rareté, l'excellence, la virtuosité, la noblesse, etc. Toutes les œuvres musicales, picturales, littéraires, théâtrales, etc. que vous pouvez avoir en tête. La première culture domine par l'étendue de son public et traverse souvent les classes et les conditions. La seconde,
qui domine par l'officialité et le prestige qu'elle a su historiquement conquérir, est davantage réservée à ceux qui, par une éducation familiale et une inculcation scolaire de longue durée, ont constitué des goûts plutôt rares et demandant suffisamment d'ascétisme et de préalable en termes d'acquisition de connaissances pour se distinguer de la grande majorité des individus vivant dans le même espace social. Ces deux grands types de culture sont soutenus par des circuits de diffusion et des instances de légitimation qui sont en grande partie distincts, mais parfois aussi communs. Les chaînes de télévision grand public, commerciales, populaires, à large audience, etc., comme on veut les nommer, les radios les plus populaires, les salles de cinéma, une partie de la presse magazine pour l'une, l'école, l'État, les académies, les conservatoires, les musées, les bibliothèques, les théâtres, les galeries, les centres d'art, les institutions culturelles, les fondations, les salles de concert, les auditoriums, etc., opéra. Et aussi la télévision, quand elle fait un travail culturel, on peut penser à Arte, évidemment, ou à une époque aux chaînes publiques classiques. Mais peut-on encore parler d'un effort culturel sur la chaîne publique ? Je ne vais pas lancer le débat à 5 minutes de la fin. À la conception muséale de l'art, pour emprunter l'expression du philosophe nord-américain John Dewey, s'oppose la forte articulation des produits les plus commerciaux de l'industrie culturelle aux expériences les plus collectives, comme les plus intimes du moment, chansons à danser et à boire, événements ou émotions en direct, à partager collectivement, séries télévisées, romans faisant travailler les expériences amoureuses, sentimentales, familiales, dramatiques ou heureuses, qui remplissent des multiples fonctions sociales immédiates, sublimer un amour, se rappeler d'un bon moment partagé avec d'autres, etc. Les dispositifs de légitimation de la référence sont parfois aussi des mixtes sociaux combinant légitimité des experts et légitimité par le nombre. On le voit bien dans des émissions de télécrochet telles que Nouvelle Star. Alors je ne sais pas si quelqu'un connaît une Nouvelle Star dans la salle. Personne n'ose, en fait. Ah, bah oui, quand même. Bon, bah on va s'entendre, alors on va parler. Nouvelle Star, tout en étant très populaire, puisqu'il y a beaucoup de monde qui regarde cette émission, elle dose subtilement, dans le processus de sélection, des finalistes, avis des experts et avis du public votant. Et vous avez plein de situations comme ça où on mélange les processus de sélection. Et c'est intéressant d'ailleurs d'étudier les moments où l'avis des experts commence ou s'arrête et comment ces choses-là s'articulent. Comment elles sont pensées par les entreprises, les industries culturelles qui mettent en place évidemment ces émissions. On observe de même, et sur un tout autre terrain, l'articulation, la combinaison de ces deux principes de légitimité dans un article du site de la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir. Vous retrouvez dans un texte de la FAO le mélange de ces deux principes, intitulé donc ce texte « Un point de référence mondial pour la gestion responsable des océans ». On peut lire le 15 juin 2004 à Rome, que le 15 juin 2004 à Rome, la FAO et 6 autres agences des Nations Unies ainsi que les principales agences scientifiques internationales, ont célébré le 2e anniversaire de la parution de l'Atlas des océans des Nations Unies. Source encyclopédique, je cite, de connaissances en ligne comprenant entre autres des actualités, des données sur l'état des ressources marines, des analyses de grandes questions, des études environnementales et un accès à des cartes en temps réel. Alors pourquoi je cite cet article ? Pour terminer, le texte de l'article où se révèle bien la fonction communautaire de la référence, qui constitue en tant que point d'entrée unique et complet, comme dit le texte, permettant une vision partagée et cohérente de la gestion des océans, une source de lien entre tous ceux qui s'y rapportent. Ce texte s'appuie autant sur des arguments de fréquentation que sur des arguments concernant l'accumulation mondiale des compétences et des légitimités scientifiques rares. Donc le texte vous dit à la fois cet atlas est lu et consulté par beaucoup de gens, et en même temps on dit attention, cet atlas est fait par des gens extrêmement rares et qui garantissent le sérieux évidemment des connaissances que vous pouvez y trouver. Alors je termine vraiment en 2 mots, et il est l'heure.
se demander ce qui fait référence à tel ou tel moment de l'histoire pour des groupes et dans des domaines d'activité très différents. Chercher à savoir comment, à travers quelle série de luttes et sur la base de quels rapports de force se sont imposées ces références. Comprendre sur quels principes de légitimité elles reposent. Une telle démarche constitue un excellent moyen d'étudier les communautés qui s'établissent symboliquement à travers ce qui, pour elles, fait référence et ce à quoi elles se réfèrent, explicitement ou implicitement. Les changements de système ou de point de référence, quant à eux, marquent toujours de grandes étapes dans la vie des groupes et sont parfois les signes de véritables révolutions. Alors attention, révolutions conservatrices ou progressistes, selon les cas, changement de référent divin, de référentiel politique, d'épistémé, de patrimoine littéraire de référence, etc. C'est pour cette raison que les multiples luttes, ordinaires ou historiques, pour l'imposition de références nouvelles, sont toujours des luttes ayant pour enjeu, in fine, la vie et la mort sociale des groupes qui s'y rattachent. Je vous remercie de votre attention.